Dans le cours d'aujourd'hui, on va traiter des problèmes familiaux, donc des cas de dysfonctionnement graves qui peuvent intervenir au sein de la famille, de la cellule de base qui est familiale et qui va donc en faire un lieu non pas de développement et d'épanouissement personnel, mais bien au contraire de profonds traumatismes. Et ça va s'articuler essentiellement autour de la notion de violence conjugale et de violence familiale. Donc un cours un peu difficile mais qui est essentiel quand même pour comprendre la logique du fonctionnement des familles. Le cours portera donc sur l'explication des phénomènes de la violence conjugale, mais aussi des mauvais traitements apportés aux enfants, et on réfléchira un peu à la perspective que la sociologie peut amener pour comprendre ces phénomènes familiaux et ces profonds dysfonctionnements, et de voir comment, justement, à partir de cette compréhension, de comment intervenir. Et on conclura un petit peu par différents exemples, j'y reviendrai, et on essaiera de réfléchir à cette problématique sociale aussi très forte qui est la négation de ces phénomènes-là, la négation ou la minimisation dans l'espace public de la violence conjugale qui peut être un frein justement à l'intervention, puisque la première étape pour pouvoir intervenir sur un problème social grave et fort, c'est de le reconnaître. Et donc le fait de ne pas vouloir le reconnaître apporte une problématique assez profonde. Qu'est-ce qu'on entend par problèmes familiaux graves? Eh bien, c'est une catégorie qu'on va utiliser pour expliquer ou caractériser, en tout cas décrire des comportements qui portent atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'un ou de plusieurs membres de la famille. Donc c'est vraiment cet élément central qu'il faut tenir en compte, l'intégrité physique ou mentale de la personne qui est directement ciblée par ces types de comportements. Donc ça comprend la violence conjugale et majoritairement, vous le verrez, qui s'applique envers les femmes, même si ce n'est pas exclusif, mais c'est fortement majoritaire. Et le deuxième axe de compréhension de ces problématiques familiales graves, c'est les mauvais traitements appliqués aux enfants. Donc on distingue la relation aux enfants de la relation conjugale entre adultes, si on veut, parce que justement il y a une relation d'autorité et donc de responsabilité aussi qui est différente. Donc, quel est l'apport de l'analyse sociologique sur la compréhension de ces phénomènes-là? Eh bien, la sociologie va essayer d'avoir une approche plus englobante que la psychologie, par exemple, en essayant de discerner quels sont à la fois les facteurs individuels, mais surtout les facteurs sociaux qui vont entourer ces phénomènes, qui vont à la fois les influencer dans leur manière de se reproduire, mais aussi de s'exprimer. Et donc, ça donne des clés de compréhension pour pouvoir éventuellement intervenir. Donc, il faut voir au niveau de la personne, de son entourage, de son histoire, mais même replacer cela dans un contexte un petit peu plus large de, de l'état dans lequel la société aussi dans son ensemble est, euh, pour comprendre. Et dans ce cas-là, vous verrez, on y reviendra un petit peu plus tard, mais le cas des orphelins de Duplessis, par exemple, était un, est un exemple de l'histoire un peu noire, de l'histoire québécoise, mais qui est important à prendre en considération, tout comme la question des pensionnats autochtones d'ailleurs dans une autre mesure, pour comprendre le rapport aux enfants, le rapport à la violence, le rapport institutionnel et social qu'on pouvait établir avec ça et qui pouvait finalement, sous couvert d'une certaine forme de normalité, là, amener à tolérer des comportements qu'on juge aujourd'hui intolérables. Commençons par la violence conjugale au Québec. Donc, décrivons le phénomène concrètement en chiffres. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, les chiffres que je vous présente là sont de 2014. Donc, près de 18 000 cas de violence conjugale sont déclarés à la police. Donc là, c'est les cas déclarés à la police en 2014. Dans 78,5% des cas, ce sont les femmes qui sont victimes de ces actes de violence conjugale. La majorité des cas dans le groupe d'âge 18-39 ans, donc ça touche quand même plus les jeunes femmes. Et bon, c'est là où on voit que le facteur est véritablement violence conjugale, violence familiale. 43% des agresseurs sont les conjoints et 41% les ex-conjoints. Donc c'est la proximité
qui est un facteur assez fort là d'explication des chiffres qu'on voit là. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle de violence conjugale, puisque ça se passe à l'intérieur de la cellule familiale. La violence conjugale, donc comment la définir? Commençons par voir les différentes formes qu'elle peut prendre. Donc je vous rappelle, la violence conjugale consiste à avoir des comportements qui portent atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne vivant dans notre entourage familial. Donc, bien sûr, ce qui nous vient en tête prioritairement, c'est la violence physique. C'est une des formes, mais il y en a quatre autres. La deuxième, c'est la violence psychologique, donc une espèce de harcèlement mental qu'on peut exercer à l'égard de la personne. La plupart du temps, c'est cet élément-là qu'on qu'on met de l'avant dans la description du phénomène, l'emprise la personne violente exerce sur sa victime. Donc, ça combine la violence physique et la violence psychologique. Le troisième élément, qui est une forme de violence sexuelle, donc appliquée à la personne, et qui est encore une fois une forme d'expression de cette forme de domination. La quatrième, c'est la violence verbale, les mots, les insultes et tout ce qui vont avec et qui combine aussi cette domination, cette diminution, cette dévalorisation de la victime pour affirmer encore plus l'emprise sur la personne. Et là, cinquième élément, c'est la violence économique, c'est que la personne qui est soumise à ce traitement qui brime son intégrité physique et mentale, la plupart du temps est pris dans une logique de dépendance économique, n'a pas accès aux ressources pour pouvoir justement s'enfuir et sortir de ce cycle-là. Donc ces cinq formes de violence conjugale vont se combiner l'une et l'autre pour nourrir cette relation un peu toxique de domination d'une des personnes par rapport à l'autre et vont expliquer que finalement c'est une situation qui dure dans le temps et qui devient encore plus difficile quand il y a en plus de cela des enfants qui sont pris dans cette logique-là, qui fait que la mère, dans ce cas-là, puisque la plupart du temps ce sont les femmes qui subissent cette violence-là, va être prise dans ce dilemme-là de subir cette violence-là et de devoir rester dans cette relation-là pour justement essayer minimalement de protéger les enfants. L'autre élément d'analyse qu'on amène en général dans l'étude de ces formes de violence conjugale, donc il y a cinq formes de violence qui se manifestent et elles ne se manifestent pas toutes en même temps, au même moment dans le temps, donc on voit un cycle de la violence conjugale qui permet de mieux comprendre la relation et qui explique aussi que ça peut durer si longtemps dans une relation toxique et asymétrique entre plusieurs personnes dans une cellule familiale. Donc, expliquons-le rapidement. On peut partir de n'importe où, partons de l'explosion de la violence. Donc là, c'est l'acte, donc l'élément le plus à droite là sur le schéma. Donc c'est l'acte violent, la violence explose, la personne a des actes violents physiques et psychologiques à l'égard de la personne qui subit ça d'un coup. Suite à cela, en général, l'agresseur va essayer euh, d'une certaine manière de s'excuser, puis va justifier finalement, va exprimer des regrets, mais va justifier ses agissements en culpabilisant la victime. Hein. Je m'excuse, j'aurais pas dû, mais aussi c'est de ta faute, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc dans le fond, c'est de renvoyer encore euh, sur la victime, et c'est ça une forme de harcèlement psychologique, c'est que la victime, finalement, va se sentir coupable de ce qu'elle subit parce que c'est par ses agissements que elle mérite d'une certaine manière ce qui lui arrive. C'est ce que l'agresseur va essayer de lui faire comprendre et c'est dans ce sens-là qu'il y a une forme de domination psychologique. Ensuite, il y a la phase, bon, justement, suite à la phase de violence et d'excuse et d'intériorisation par la victime des causes de cette violence-là, la phase de la lune de miel, où finalement, là, ça se passe mieux, et là, la victime se dit, bon, ben, finalement, c'était juste un mauvais passage, ça va bien aller, on va
on va renouer, reconstruire quelque chose. Donc la victime commence à reprendre espoir, puis finalement on rentre dans une relation de tension. Donc premiers accrochages, premières insultes, la tension monte, la victime commence à avoir peur, l'agresseur commence à reprendre de plus en plus de pouvoir et d'ascendant et de domination jusqu'à ce que éclate une nouvelle crise de violence et qu'on re-rentre dans ce cycle. Donc c'est un petit peu sans fin, et ce qui fait qu'on n'est jamais dans le même état, mais ça amène quand même à une reproduction à l'infini de cette situation-là euh, d'agression et de violence conjugale. Alors comment expliquer ce type de comportement, ce type de relations qui perdurent et qui sont donc un problème familial, mais finalement aussi un problème social. Alors différents éléments sont amenés là pour expliquer ces comportements. J'en liste certains ici. Les trois premiers sont des facteurs plus sociaux, donc qui s'inscrivent dans une perspective sociologique. On essaie d'expliquer socialement le type de comportement. Le dernier est un facteur plus individuel. Donc les différents facteurs sociaux. Le premier, donc les rapports patriarcaux qui subsistent dans nos sociétés et qui finalement légitiment une certaine forme de domination des hommes ou de l'homme sur la femme. Parce que justement, historiquement, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les arguments qui visent à minimiser la violence conjugale ou à essayer de contrer les arguments de prévention de ce phénomène-là, c'est que finalement, les rapports entre les hommes et les femmes sont différents. Les hommes et les femmes n'agissent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes types de comportements et donc l'homme est plus physique, plus violent d'une certaine manière, c'est un petit peu normal. Donc là, une espèce de banalisation de cette violence-là fondée sur cette image patriarcale de la relation homme-femme, à la fois dans la famille et aussi dans la société. Et donc, on va avoir, c'est le deuxième élément, une espèce de tolérance sociale envers les comportements violents des maris qui sont des hommes finalement, parce que l'homme est plus violent, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'énergie, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Donc c'est une espèce de banalisation de cette violence euh, parce qu'on en fait un trait jugé positif de l'identité masculine d'une certaine manière. Et donc on va mettre en scène cette violence masculine. On le voit dans le sport, bon, le hockey, c'est bien de se battre, la boxe, en tout cas, c'est souvent des sports violents où on met en scène la violence et elle est décrite comme un phénomène ou un trait typiquement masculin. Et donc, quand elle s'exerce à l'égard des femmes, c'est juste finalement un prolongement de cela. On va dire que c'est exagéré, mais il y a une certaine forme de tolérance, vous comprenez. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la socialisation différenciée, le fait qu'on n'éduque pas de la même manière les gars et les filles, et ça peut avoir un impact dans cette banalisation, si on veut, de la violence conjugale, puisque on va considérer dans cette forme d'éducation un peu différenciée que le pouvoir, la puissance, donc la domination, et donc une domination qui peut aussi s'exercer par la violence comme moyen de domination. Tout ça, c'est masculin et la, la soumission, l'acceptation serait plus féminin et c'est un peu ce qu'on apprendrait dans les rôles sociaux qui nous seraient transmis par cette forme de socialisation différenciée. Je vous renvoie à quelque chose là qu'on a entendu les derniers jours là par rapport à la docilité. Je ne sais pas si vous avez entendu ce débat-là, le fait de la vice-première ministre, la ministre de la Sécurité publique du Québec, qui, il y a quelques jours, quand elle parlait du déconfinement, a parlé de la docilité. Les Québécois étaient dociles, ce qui a fait un tollé un petit peu, c'est sorti un petit peu largement parce que justement ça revenait sur cette histoire de domination. Alors ça l'amenait pas comme un trait d'une socialisation différenciée, mais il y a eu un gros débat sur ce thème-là. C'est comment ça, qui serait plus à même, est-ce qu'on est plus à même collectivement de se soumettre, est-ce que les hommes doivent se soumettre plus que les femmes et, et vice-versa. Donc il y a tout un débat sur ces notions-là. Mais dans tous les cas, c'est l'image sociale, dans le fond,
de la violence et le fait que cette image sociale de la violence soit genrée, c'est-à-dire qu'on va considérer que les hommes sont plus violents naturellement que les femmes et donc on va plus tolérer ça. C'est ça qui est un petit peu mis de l'avant dans comme facteur explicatif de cette violence conjugale et c'est ça qu'il faut transformer, changer radicalement si on veut lutter contre cette naturalisation de la violence à l'intérieur des familles. Le dernier facteur, c'est un facteur individuel dans le sens de regarder dans les personnes qui ont des comportements violents, quels sont leurs antécédents, quels sont leurs historiques, et on se rend compte que dans 70% des cas, les hommes qui font usage de violence ont eux-mêmes un passé violent. Ils l'ont subi ou ils l'ont exercé. Donc il y a une forme de reproduction des comportements violents et ça aussi, c'est un travail important à faire. Donc un travail sur la société pour ne pas banaliser la violence masculine et un travail sur les individus pour justement essayer d'exorciser ce rapport à la violence qu'ils ont intériorisé dans leur parcours de vie. Mais dans tous les cas, si on veut avoir juste un élément là pour comprendre et caractériser ces facteurs explicatifs de la violence conjugale, c'est cette volonté de contrôler l'autre. La violence conjugale est une manière, est un moyen dans un couple, dans une relation, à l'intérieur d'une famille, c'est un moyen d'exercer un contrôle. Et donc, il y a un penchant personnel pour la volonté de contrôle qui s'exprime de différentes manières. Et c'est cette relation asymétrique-là qui devient toxique à l'intérieur de ces familles. Donc, comment intervenir face à ces comportements de violence conjugale? La première étape, bien évidemment, c'est de ne pas nier le phénomène, ni banaliser ce type de comportement et de les juger pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité physique et mentale de la personne qui subit cela, qui n'est pas responsable de ça, mais qui est victime. Et donc, c'est une relation asymétrique où il y a une victime et un agresseur, première étape, et ensuite de développer des mécanismes sociaux d'intervention. Et pour cela, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un encadrement légal ou une reconnaissance légale pour pouvoir justement dénoncer le phénomène et reconnaître qu'il y a des droits qui sont bafoués dans ce type d'abus. Donc au Québec, ce qu'on voit, tout cet arsenal législatif se développe à partir des années 80. C'est en 83 qui est reconnu dans la loi le droit des femmes de poursuivre leur mari pour viol, hein, puisque avant, ce n'était pas considéré une forme d'agression sexuelle à l'intérieur d'une relation conjugale, n'était pas considéré comme un viol, puisque le mariage faisait que, ou la relation faisait que finalement il y avait un consentement donné à partir de ce moment-là. Or, non, il peut y avoir des formes d'agression sexuelle même dans un cas de couple marié. Il y a pas, ça donne aucune autorisation de le faire parce qu'on est marié. 1985, la politique d'aide aux femmes violentées. Donc, c'est-à-dire, c'est de reconnaître le phénomène, mais de mettre en place des programmes et notamment une aide financière pour soutenir toutes les ressources, tous les organismes qui viennent en aide aux, aux victimes, euh, aux victimes, mais aussi aux agresseurs, dans le fond, d'une certaine manière, pour pouvoir aussi intervenir à ce niveau-là, là, pour les exorciser de leur passé violent. 1986, c'est la politique d'intervention en matière de violence conjugale qui permet de définir tout un arsenal de règles permettant une intervention judiciaire contre les agresseurs, donc ce qui permet d'avoir un système de plainte et un système d'intervention rapide, parce que c'est souvent le cas, il faut intervenir, et vous le verrez dans les différents reportages, là, il faut une intervention rapide pour protéger à la fois les victimes et pour pas que le pire arrive, et même les enfants qui vivent là-dedans. Donc pour ça, il fallait donner des moyens de pouvoir intervenir sur ce cas-là et donc de considérer la violence conjugale comme un crime d'une certaine manière, comme un cas de délit qui permet à la police d'intervenir rapidement. Donc à partir de cet arsenal législatif là, développé dans les années 80, ça donne des moyens pour intervenir socialement. Donc on peut voir deux types d'interventions, les interventions institutionnelles et les interventions communautaires. Les interventions institutionnelles, ben, c'est à partir de justement de toutes les institutions mises en place par l'État pour donc plus officielles si on veut par l'État pour intervenir, donc la police,
qui est le premier répondant dans le fond d'agression et d'appel à l'aide et de dénonciation d'une agression. Donc la police va intervenir pour justement arrêter les agresseurs et protéger les victimes. Ensuite, les milieux médicaux qui vont intervenir aussi pour justement protéger, apporter les soins qui sont nécessaires de différentes natures, la physique ou mentaux, aux personnes agressées et même à la rigueur aux agresseurs, et les services sociaux qui vont assurer un suivi et une surveillance d'une certaine manière de tout ce milieu-là. On parle beaucoup de la DPJ de temps en temps là, par rapport aux maltraitances à l'égard des enfants. On est dans cet univers-là là, où les trois travaillent ensemble, milieu policier, milieu médicaux et services sociaux. Donc il y a tout un arsenal là qui est mis en place pour intervenir d'un point de vue institutionnel. Ça ne suffit pas toujours parce que justement il y a un accompagnement, il y a un suivi qui doit être fait sur le plus long terme et au niveau plus proche des gens, plus communautaire. Donc là c'est tout le réseau des groupes communautaires qui interviennent sur ce créneau de la violence conjugale. Je parle ici des maisons d'hébergement pour femmes violentées. Hein. Il y a 80 maisons d'hébergement au Québec, un petit peu partout, pour justement accueillir, parce qu'une fois que il y a eu un acte violent, la police intervient dans le foyer, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ne peut pas renvoyer la personne revivre dans son appartement. Comment donner un break finalement à la fois à la victime et aux enfants quand il y en a. Et donc il y a ces centres d'hébergement, de transition si on veut, pour femmes violentées, pour leur permettre de sortir de cette situation-là, pour pouvoir reconstruire, sortir du cycle finalement de la violence et de cette domination pour que la victime puisse se reconstruire une intégrité qui va lui permettre de redémarrer une nouvelle vie euh, protégée en dehors de ce milieu toxique qui pendant souvent des années amène à une sorte de victimisation de la personne. Il y a aussi des programmes d'aide aux conjoints violents qui sont mis en place pour justement euh, aider aussi les agresseurs d'une certaine manière à comprendre un peu mieux ce comportement-là et à le, et à le dépasser, à faire la thérapie qu'il faut pour dépasser cela. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une relation plus durable en apportant bien sûr une aide d'urgence aux victimes, mais une aide aussi sur le long terme à ces victimes-là, mais aussi ne pas oublier les agresseurs qui peuvent être aussi finalement partie prenante d'une solution, donc d'essayer de travailler à tous ces niveaux-là pour arriver à une plus grande harmonie, à résoudre ce problème familial assez complexe. Donc dans le PowerPoint du cours que vous trouverez sur Léa, j'ai intégré ici un petit clip euh, que j'ai mis aussi, vous pourrez le voir, il est en ligne sur le site du cours, sur clip de prévention de la violence conjugale au Québec fait par justement le réseau des maisons d'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et SOS violence conjugale avec tout un paquet de chiffres. Alors c'est assez choc, hein, c'est assez... faut vous accrocher, là il y a quand même des images un peu fortes, mais qui reprend beaucoup justement de chiffres et d'éléments mis de l'avant par des rapports de police et tout ça pour un peu expliquer le phénomène. Alors c'est sûr que ça dénonce la violence conjugale et ça vise vraiment à la prévenir. Mais donc ça s'inscrit dans le cadre de ces préventions de la violence. Je vous invite à le regarder pour ensuite nourrir un peu le débat par rapport à justement ceux qui vont nier ce phénomène-là, parce que ça existe, c'est dans la société, hein, on joue beaucoup sur ces oppositions-là, donc c'est important quand même de connaître réellement les chiffres pour savoir de quoi on parle quand on se positionne par rapport à cet enjeu-là. Donc je vous invite à regarder ce documentaire-là, mais attention, accrochez-vous, ça frappe un petit peu. Passons maintenant à la question des mauvais traitements appliqués aux enfants au Québec. Donc commençons par décrire le phénomène en chiffres. Il y aurait 12 000 enfants victimes de négligence au Québec. Bon, c'est des chiffres qui datent un peu de 2007, mais ça donne un ordre de grandeur. 3 000 enfants victimes d'abandon, 2 000 enfants victimes de mauvais traitements psychologiques, 1 800 enfants victimes d'abus physiques et 1 000 enfants victimes d'abus d'agression sexuelle.
Les garçons sont plutôt victimes de négligence, d'agressions psychologiques et physiques, en général par les mères. Les filles sont plutôt victimes d'abus sexuels, en général par les pères. Donc ça décrit un peu le phénomène qu'on peut voir tel qu'il est rapporté par les rapports des institutions dédiées à ça, que ce soit la DPJ, la police ou les services sociaux. Tout comme nous l'avons vu pour la violence conjugale, il y a différentes formes de mauvais traitements pour décrire le phénomène, donc il faut comprendre un peu cette diversité-là des formes de mauvais traitements. Donc commençons par la négligence, c'est le fait de ne pas donner les soins appropriés, adéquats aux enfants, donc ils sont comme un petit peu abandonnés, négligés, et donc les parents ne remplissent pas leur fonction ou leur rôle naturel qu'ils devraient donner aux enfants. Alors ça peut être une négligence en termes physiques, hein, en mauvais, par exemple, soins de santé, nourriture, et même une certaine forme d'attention qui ne serait pas donnée aux enfants, donc d'un point de vue plus psychologique. Donc c'est le premier élément. Deuxième, c'est psychologique, donc c'est de formes de mauvais traitement un petit peu en termes de harcèlement psychologique qui sont amenés aux enfants. On les insulte, on, les, on ne leur donne pas, on ne les traite pas comme ils devraient l'être à l'âge qu'ils ont. Les abus physiques, bon, c'est la violence physique, abus sexuels, violence sexuelle, et abandon, mais c'est le stade extrême de la négligence, c'est de les laisser complètement euh, à eux-mêmes, et donc qui peut les mettre en péril assez grandement. Donc c'est 5 formes de mauvais traitement qui sont répertoriées, qui sont catégorisées pour caractériser ces types de comportements à l'égard des enfants. Alors quels sont les facteurs explicatifs de ces mauvais traitements, négligence, abus physiques et psychologiques que les parents ou l'entourage peuvent exercer à l'égard des enfants? Donc il y a des facteurs sociaux qui jouent beaucoup et qu'on retrouve, donc c'est des corrélations qu'on fait entre ces types de comportements et les, et les déterminants sociaux. La pauvreté, bien évidemment, qui met dans des situations de difficultés, de précarité, de stress qui conduisent à des mauvais traitements à l'égard des enfants. Un autre facteur, c'est le jeune âge et la faible scolarité des parents. Donc des enfants qui ont des parents qui ont des enfants jeunes, grossesse précoce, décrochage scolaire, faible taux de scolarité. Donc c'est aussi lié à la pauvreté, et ça va avoir des incidences sur les mauvais traitements à l'égard des enfants. Dégradation du logement aussi. Bon, tout ça est lié, mais ça a des impacts, et là, ça va justement être lié à des cas de négligence notamment. Et dernier facteur, l'effritement du tissu social et l'isolement. Donc le fait que ces parents se retrouvent un petit peu seuls, ont plus l'aide de la famille qui peut les entourer, se retrouvent dans des situations donc d'isolement et de précarité due à la situation sociale et économique. Et donc ça favorise justement, les enfants deviennent des victimes un peu de cette situation-là. C'est sur eux que toutes les frustrations vont être passées d'une certaine manière. Donc actuellement, d'ailleurs, c'est une grosse inquiétude dans le cas de confinement qu'on vit, par exemple, là, si on fait un parallèle avec la situation actuelle, où ce qu'on se rend compte en ce moment, c'est qu'il y a de moins en moins de cas de dénonciation de violence par rapport aux moyennes là, qu'on voyait, que ce soit la violence conjugale ou les mauvais traitements, ben parce que justement, il y a un isolement plus grand, donc les victimes peuvent moins se plaindre, les enfants vont pas à l'école, donc on peut moins voir des signes de violence. D'ailleurs, c'est un élément qui est un peu dans la balance, là, justement, sur la réouverture des écoles. C'est justement pour sortir les enfants qui vivraient dans des situations difficiles au niveau familial, de ce confinement-là qui peut être très dommageable pour eux s'il se maintient à trop long terme. C'est un des arguments là, qui est aussi
pas tant mis sur la place publique, là, mais qui est quand même, qui court beaucoup dans les milieux là, liés à ces interventions auprès des jeunes. Donc l'isolement social n'est pas une bonne chose quand on vit une relation toxique. Au niveau individuel, les autres facteurs, l'incapacité parentale, donc l'incapacité des parents à remplir leurs fonctions et leurs obligations vis-à-vis des enfants. Alors, bon, on pouvait parler, on le liait au jeune âge des parents, au taux de scolarité, mais ça peut être aussi dans des facteurs personnels et des capacités personnelles. Un autre élément, c'est le fait d'avoir, par exemple, pour les plusieurs enfants de pères différents, les familles monoparentales recomposées, le fait d'avoir différents, euh, c'est un facteur qui favorise cela, là, le fait d'avoir différents enfants de différents parents qui vivent dans la même, dans la même cellule familiale, les problèmes conjugaux bien évidemment, le fait que les parents s'entendent pas ou qu'il y ait de la violence conjugale, cette violence va se reporter aussi sur le mauvais traitement à l'égard des enfants. Il y a une corrélation entre les deux. Et encore une fois, un passé marqué par la violence, que ce soit pour l'homme ou la femme, dans tous les cas, les parents, s'ils ont subi cette violence-là, et même si eux-mêmes ont été victimes de mauvais traitements, ils vont avoir tendance à reproduire ces mauvais traitements parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à fonctionner d'une certaine manière. Ils ont été socialisés dans la violence et donc ils reproduisent cette violence comme forme d'intervention auprès de leurs propres enfants, ce qui est assez, c'est assez troublant, mais c'est un facteur qu'on retrouve aussi souvent. Pour ce qui est des cas des abus sexuels et finalement incestueux à l'égard des enfants, quels sont les facteurs qu'on peut identifier. Encore une fois, ce rapport de domination, donc là non plus de l'homme envers la femme, du mari envers la femme, mais des adultes envers les enfants. Donc là, la domination est encore plus grande finalement qu'entre adultes, parce que bon, les enfants par nature sont soumis à l'autorité des parents, donc là la possibilité d'abus est assez évidente. Ce qu'on remarque aussi, c'est une sexualité jugée déviante de la part de l'abuseur, hein. Il y a des antécédents en termes de pratiques sexuelles, qui va y avoir une certaine attirance vis-à-vis d'une sexualité déviante, donc incestueuse ou de pédophilie si on veut. Un autre facteur qu'on identifie, c'est le faible investissement du père auprès des jeunes enfants. Dans le cas où le père abuse ses propres enfants, ses propres filles, souvent on remarque que si le père est intervenu dans les soins, notamment apportés aux jeunes enfants, aux bébés, par exemple le père faisait prendre le bain aux enfants, ou en tout cas intervenait, changer les couches, des choses comme ça amène une sorte de sensibilité plus grande qui fait que ça va préserver un peu les pères de ces actes condamnables. Si, par exemple, par contre, quand les pères ont été tenus à l'écart de tous les soins apportés aux enfants, ils vont avoir plus tendance à agresser les enfants. En tout cas, ils ne le voient pas comme... il y a comme une espèce de rapport un peu spécial à ça. La loi du silence familial aussi, dernier élément, c'est le fait qu'on ne parle pas des agressions qui se sont passées à l'intérieur de la famille, même si la mère pouvait être, ou l'entourage pouvait être témoin de ça, ou se douter qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est difficile d'en parler parce que justement, on demeure soit complice par inaction, soit honteux. En tout cas, il y a quelque chose il y a un mur du silence familial là, qui s'instaure et qui est difficile à briser, mais qui justement est très dommageable pour les enfants parce que ça empêche justement d'intervenir pour les sortir de cette relation qui est très dommageable pour leur bien-être et leur intégrité. Alors comment en tant que société au Québec nous sommes intervenus pour justement remédier à ces problématiques sociales assez difficiles pour protéger les enfants? Donc la loi, en 1900, alors ça vient quand même de 1950, la première loi de protection de l'enfance, c'est-à-dire
qui met en place, qui énonce un certain nombre de motifs qui permettent justement à l'État d'intervenir pour soustraire un enfant à ses parents parce que justement mauvais traitement, négligence, violence et tout cela. Donc ça date des années 50. 1977, c'est la mise en place de la loi de protection de la jeunesse, parce qu'on se rend compte que simplement de dénoncer certains motifs n'était pas suffisant, il fallait aller un peu plus loin. On crée la DPJ, la Direction de protection de la jeunesse, grâce à cette loi-là de 77, et on met en place un tribunal de la jeunesse pour intervenir directement auprès ces différents de ces problématiques appliquées à cette population bien spécifique, avec aussi une obligation légale de dénoncer les mauvais traitements, justement pour briser cette loi du silence dont je parlais tout à l'heure, pour inciter à ne pas favoriser ce renfermement des familles sur leurs propres problématiques. Donc on crée des institutions, on crée une structure capable d'intervenir, la DPJ, qui vient à l'intérieur des cellules familiales, et on oblige les personnes à dénoncer, sinon elles deviennent complices de ces mauvais traitements. Donc il y a deux manières pour lutter contre les abus commis à l'égard des enfants. Donc le recours aux tribunaux contre les abuseurs, puisque maintenant il y a la manière de le faire, il y a un arsenal législatif pour le faire, et l'intervention thérapeutique pour les victimes et les familles pour leur permettre justement de se sortir de cette situation et de ce vécu-là qui est très 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 dommageable pour le développement de la personne et pour essayer euh, de reconstruire ces personnes et ces milieux familiaux qui ont subi ces graves dommages. Il existe aussi plusieurs ressources dans le monde communautaire, des organismes communautaires qui peuvent intervenir pour protéger les enfants et pour permettre justement de les sortir de cette situation toxique. Euh, alors pour les enfants, bien sûr, la ligne Tel Jeune, là ce qu'on voit surtout les boîtes de lait, donc qui permettent aux jeunes justement de communiquer avec des ressources externes à la famille, hein. L'idée c'est de pouvoir sortir de la relation familiale. Alors c'est encore plus difficile pour les enfants, mais ça passe souvent par l'école, les amis, l'intervention sociale au sein de l'école, et aussi une aide aux parents pour justement permettre alors euh, de trouver les ressources pour pouvoir justement ne pas avoir de comportement abusif ou violent, et puis pour pouvoir parler simplement et même un parent par rapport au comportement de l'autre, mais toujours pour briser cette logique du silence à l'intérieur de la famille. Alors je vous renvoie ici à un documentaire, donc vous n'avez pas le lien sur cette vidéo, mais vous pouvez le voir. J'ai mis la ressource documentaire sur comme les vidéos à voir complémentaires pour le cours. Dans le PowerPoint que vous aviez, il y avait un lien vers un petit documentaire de Radio-Canada, un reportage en fait beaucoup plus court sur cette histoire-là, mais là, vous avez le documentaire complet là, qui a été fait par Arte au début des années 2000 euh, en France, sur les orphelins de Duplessis. Alors c'est un cas, alors c'est un peu marginal, mais quand même, c'est quand même dans le thème de ce que je vous raconte, mais c'est important dans l'histoire du Québec parce que ça a été un traumatisme, cette histoire-là, là, des orphelins de Duplessis, des années 50, 60, parce que ça a impliqué l'État, ça a impliqué l'Église, et, euh, et ça a amené une situation véritablement de maltraitance à l'égard des enfants, mais institutionnalisée par le gouvernement là, vis-à-vis des personnes qui étaient justement orphelins et qui ont été traités comme des malades mentaux. Alors il y a une histoire un peu sordide là, de détournement de subventions pour avoir de l'argent à l'égard en, en, en traitant ces enfants-là. Là. Donc il y a tout un procès autour de ça qui n'est même pas encore complètement fini. Mais ce que ça démontre, cette histoire-là, c'est ce que je disais à un moment donné au début du cours, c'est quand au niveau social, il y a une espèce de tolérance à l'égard de la violence, de culture de la violence qui s'instaure et qui amène à ce type d'agissement. Donc c'est une période un peu noire de l'histoire du Québec qui est important quand même
de connaître. Donc je vous invite à regarder ce reportage sur les orphelins de Duplessis. Et dernier reportage aussi, alors là, vous trouverez le lien vers cela sur les autres pages de Léa, sur, sur tout l'argumentaire qui vise à minimiser la violence conjugale et notamment par le courant masculiniste là, qui justement utilise cet argument-là pour contrer ce qu'ils appellent les acquis du féminisme. Alors c'est très à prendre avec des pincettes, véritablement exercer un recul critique quand vous voyez ça. Mais c'est très grossier et caricatural, mais il faut le savoir puisque c'est des arguments aussi qui circulent, donc à mettre en relation avec le petit clip vidéo de sensibilisation à la violence conjugale que je vous ai présenté tout à l'heure. Un petit mot sur l'animateur, là vous verrez, là c'est une caricature sur pattes. André Arthur, qui est le roi des radios poubelles de Québec, mais qui a eu quand même une audience. Hein. Il était beaucoup écouté. Il a même été élu au Parlement fédéral de 2006 à 2011 comme député indépendant à continuer à promouvoir ces arguments un petit peu. En tout cas, vous verrez bien. Euh, donc, il faut critiquer cette attitude-là. Il n'y a rien de scientifique dans les propos, mais c'est des propos qui, à force d'être martelés dans les médias, peuvent nourrir justement cet argument. Et donc, c'est important cet argument contre, de minimisation de la violence conjugale et d'une certaine manière de la culture du viol. On pourrait le voir sous un autre angle. Donc, il faut être conscient de ça parce qu'il y a un certain aura donc, pour pouvoir avoir les arguments qui permettent rationnellement de contrer ce type de minimisation de la violence conjugale. Parce que comme je vous le disais, euh, pour pouvoir répondre au phénomène, il faut déjà reconnaître qu'il existe. Et donc, c'est la première étape à avoir. Donc, à regarder avec des pincettes.